Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin caressait doucement les vitres propres de l'Académie Saint-Richemont, une école réputée de la ville, fréquentée par les enfants des familles les plus aisées. Dans la cour, les élèves riaient, s'interpellaient joyeusement, vêtus d'uniformes impeccables, chemises blanches, cravates bleues, chaussures brillantes. Au milieu d'eux, Alicia Johnson, 12 ans, avançait d'un pas timide, son sac usé sur le dos, serrant contre elle un cahier décoré à la main. Ses cheveux étaient tressés avec soin par sa mère la veille, et dans son regard brillait une lumière d'innocence et de curiosité. C'était sa première année dans cette école. Sa mère, infirmière dans un hôpital public, s'était privée pendant des mois pour lui offrir cette chance. Elle voulait que sa fille ait accès à une éducation de qualité, peu importe la couleur de sa peau. Mais dès les premiers jours, Alicia avait compris que cette école n'était pas un lieu accueillant pour une enfant comme elle. Dans sa classe, les regards étaient souvent lourds. Certains élèves ricanaient à cause de ses chaussures dépareillées ou de son accent. Et surtout, il y avait Madame Thompson, la professeure principale. Une femme dans la cinquantaine, au visage sévère, qui s'acharnait silencieusement sur Alicia depuis le premier jour. « Tu devrais peut-être retourner dans une école plus adaptée à ton niveau », Alicia, avait-elle déjà lancé d'un ton condescendant. Les autres élèves avaient ri. Alicia, elle, avait simplement baissé les yeux. Elle voulait apprendre, pas se battre. Ce matin-là, le cours de sciences commença dans un silence tendu. Madame Thompson interrogeait les élèves à tour de rôle. Quand vint le tour d'Alicia, elle se leva, intimidée mais déterminée. La photosynthèse, c'est quand les plantes utilisent la lumière du soleil pour fabriquer leur nourriture, expliqua-t-elle d'une voix claire. Quelques élèves hochèrent la tête. Sa réponse était correcte. Mais Madame Thompson fronça les sourcils. « Et tu as appris ça où ? » Sur Internet, demanda-t-elle d'un ton sarcastique. « Dans le livre, madame, » répondit Alicia timidement. « Je doute que tu comprennes ce que tu dis. Tu répètes sans réfléchir. » La classe éclata de rire. Alicia sentit ses yeux picoter, mais elle resta droite, serrant son cahier contre elle. Elle avait appris cette leçon par cœur, avec sa mère, la veille au soir. Elle voulait bien faire. « Madame, c'est vraiment ça. Les plantes. » « Assez !» cria soudain la professeure. Et, dans un geste aussi soudain qu'incompréhensible, Madame Thompson leva la main et gifla violemment Alicia. Le bruit sec résonna dans la salle de classe. Le silence fut total. Alicia porta la main à sa joue brûlante. Ses yeux, pleins de larmes, se levèrent vers sa professeure. « Pourquoi ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais aucune réponse ne vint. Madame Thompson se contenta de croiser les bras, le visage fermé, comme si ce geste était justifié. « Peut-être que ça t'apprendra le respect, » dit-elle froidement. Alicia resta immobile, sous les regards des autres élèves. Puis elle ramassa son cahier tombé au sol et retourna lentement s'asseoir. Le reste du cours se déroula dans un silence pesant. Même les plus moqueurs n'osaient plus rire. Certains avaient vu briller dans ses yeux une douleur profonde, celle d'une enfant qui venait de comprendre que parfois, le monde des adultes pouvait être cruel simplement à cause de la couleur de ta peau. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que cette gifle allait bouleverser bien plus qu'une salle de classe. Parce que cette petite fille humiliée n'était pas n'importe qui. Et l'homme qui allait venir la défendre allait faire trembler tout le système scolaire. Le lendemain matin, l'Académie Saint-Richemont ne ressemblait plus à l'école calme et respectable qu'elle prétendait être. Devant les grilles, des parents murmuraient, des élèves chuchotaient, et plusieurs journalistes attendaient déjà avec leurs caméras. Une vidéo avait fuité pendant la nuit, filmée discrètement par un élève au fond de la classe. On y voyait Madame Thompson gifler violemment Alicia Johnson, une enfant de 12 ans, sans raison apparente. La scène était insoutenable. Le visage de la fillette, son regard blessé, et le silence des autres. Tout avait enflammé les réseaux sociaux. Sous la pluie fine du matin, la mère d'Alicia arriva en courant. Monica Johnson, infirmière à l'hôpital public, portait encore sa tenue de travail. Les yeux gonflés de fatigue et d'inquiétude, elle serra sa fille contre elle.
Mon Dieu, Alicia, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je n'ai rien fait, maman. Elle m'a juste giflé, dit la petite d'une voix tremblante. Monica sentit sa gorge se serrer. Elle posa sa main sur la joue encore marquée de sa fille. On va régler ça, ma chérie. Je te le promets. La directrice de l'école arriva, visiblement nerveuse. Madame Johnson, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous menons une enquête interne. L'incident est regrettable, mais il faut éviter le scandale. Monica se redressa lentement. Le scandale? Le scandale, c'est qu'une enseignante ait levé la main sur ma fille parce qu'elle est noire. La directrice détourna les yeux. Un silence tendu suivit. À cet instant, un bruit de moteur attira l'attention. Une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant l'école. 2 hommes en costume en descendirent, suivis d'un troisième. Tous les regards se tournèrent vers lui. C'était un homme grand, la quarantaine, au port droit, au regard d'une intensité rare. Son costume impeccable contrastait avec la colère froide qui émanait de lui. Il s'avança vers la cour, et l'un des gardes souffla à la directrice. C'est le juge fédéral Marcus Johnson. La directrice blêmit. Le juge Johnson? Oui. Le père d'Alicia. Le silence tomba dans la cour. Les professeurs, les parents et les élèves restèrent figés. Madame Thompson, appelée d'urgence par la direction, arriva à son tour, l'air sûr d'elle, jusqu'à ce que son regard croise celui de Marcus. Il s'avança lentement, sa voix calme mais tranchante. « Vous êtes Madame Thompson? »« Oui, monsieur. »« Mais je ne comprends pas. »« Moi, je comprends très bien. » Il sortit une copie du rapport médical et son téléphone. « Vous avez humilié et frappé une enfant. »« Ma fille. » Un murmure parcourut la salle de réunion. Madame Thompson voulut se justifier. « Je n'avais aucune mauvaise intention. Cette petite fille manquait de respect. » Marcus la coupa net. « Vous avez levé la main sur un enfant. Et vous osez parler d'intention? » Son regard s'assombrit. « Savez-vous combien d'années j'ai consacré à défendre des enfants victimes de violence et de racisme? Vous avez osé faire à ma fille ce que tant d'autres ont subi en silence. Mais moi, je ne suis pas le père qui se tait. » Monica, debout derrière lui, observait la scène, émue aux larmes. Pour la première fois, elle voyait cet homme qu'elle n'avait plus revu depuis des années, pas comme le juge sévère des journaux, mais comme un père prêt à tout pour sa fille. Madame Thompson tenta encore de se défendre. « Je vous assure que je ne savais pas qui elle était. » Marcus s'approcha lentement, son ton glacé. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui elle était pour la respecter. Mais maintenant, tout le pays va savoir qui vous êtes. » À l'extérieur, les journalistes avaient déjà commencé à filmer. Les parents, indignés, prenaient parti pour Alicia. Et pendant que la direction paniquait, Marcus Johnson fit un simple geste à son assistant. « Préparez les documents. Nous portons plainte. » Le visage d'Alicia s'éclaira d'un léger sourire lorsqu'il la prit dans ses bras. « Je suis là maintenant, ma princesse. Personne ne te fera plus de mal. » Mais il savait que cette affaire allait bien plus loin qu'une gifle. Elle allait devenir le symbole d'une vérité dérangeante. Même dans les écoles dites exemplaires, le racisme se cache derrière les diplômes et les sourires polis. 2 semaines avaient passé depuis la gifle. L'affaire Alicia Johnson contre Madame Thompson avait fait le tour du pays. Les journaux parlaient d'un acte raciste et indigne, les chaînes de télévision débattaient de l'éducation, de la couleur de peau et du pouvoir. À Saint-Richemont, les couloirs de l'école étaient devenus silencieux. Les rires moqueurs avaient disparu. Tout le monde savait que la professeure allait devoir répondre de ses actes devant un tribunal. Le matin du procès, le tribunal fédéral de la ville était plein à craquer. Des citoyens, des journalistes, des parents d'élèves, et même des enseignants étaient venus assister à l'audience. Au premier rang, Alicia tenait la main de sa mère. Elle portait une robe blanche simple, ses tresses tombant sur ses épaules. Ses yeux étaient calmes, mais dans leur profondeur brûlait quelque chose de nouveau, de la force. Madame Thompson, elle, entra escortée par son avocat. Elle paraissait nerveuse, mais tentait de garder un air digne.
Lorsqu'elle aperçut Marcus Johnson assis dans la salle, son visage se crispa. L'homme qui se tenait là n'était pas seulement un juge fédéral respecté, c'était un père blessé, mais aussi un symbole de justice pour des milliers de familles qui avaient connu l'injustice. Le juge principal prit la parole. Madame Thompson, vous êtes accusée de violence physique sur mineurs et de discrimination raciale aggravée. Reconnaissez-vous les faits? Je reconnais avoir perdu mon sang-froid. Mais je n'ai pas agi par haine raciale. C'était une erreur d'autorité, pas de couleur. Un murmure parcourut la salle. Marcus se leva lentement, demandant la parole. Votre honneur, je ne représente pas ici la loi, mais un père. Un père dont la fille a été frappée simplement parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que cette femme avait de la bonne élève. Ce n'est pas une question de sang-froid. C'est une question de mépris. Son ton était calme, mais chaque mot tombait comme une pierre. Cette gifle n'a pas été donnée à une enfant insolente. Elle a été donnée à une couleur de peau, à un symbole que certains refusent encore d'accepter dans les lieux de savoir. Madame Thompson détourna le regard, les lèvres tremblantes. Vous avez humilié une fillette de 12 ans devant toute sa classe. Une enfant qui voulait juste apprendre. Une enfant qui croyait encore que les professeurs étaient faits pour protéger, pas pour blesser. La salle resta silencieuse. Alicia leva les yeux vers son père. Ses doigts serraient doucement la main de sa mère. Marcus continua, plus bas, mais avec une émotion contenue. Quand ma fille est rentrée ce soir-là, elle ne m'a pas parlé de la douleur. Elle m'a demandé si elle devait s'excuser d'exister. Voilà ce que votre geste a détruit. Un murmure d'émotion parcourut le public. Le juge hocha lentement la tête. L'avocat de la défense tenta de sauver la situation. Madame Thompson a servi l'éducation pendant 20 ans. Elle n'a jamais été raciste. Peut-être devrions-nous considérer la pression, le stress. Marcus se tourna vers lui. Le stress n'excuse pas la haine. Et servir 20 ans dans l'éducation ne donne pas le droit d'humilier un enfant. Le juge frappa son marteau. Silence dans la salle. Après plusieurs heures d'audience, de témoignages et de visionnage de la vidéo, le verdict tomba. Coupable de violence sur mineurs et de discrimination raciale. Madame Thompson écopa de 2 ans de suspension, d'une interdiction temporaire d'enseigner, et d'une amende versée à une fondation pour enfants victimes d'abus. Mais pour beaucoup, le vrai jugement n'était pas celui du tribunal, c'était celui de la société, qui la voyait désormais comme le visage de la honte. À la sortie du tribunal, les journalistes se bousculaient autour de Marcus et de sa famille. Un micro tendu vers lui. Monsieur Johnson, un mot pour conclure cette affaire? Il prit la main d'Alicia et regarda les caméras. Mon seul message est celui-ci, ne laissez jamais personne dire à votre enfant qu'il vaut moins à cause de sa couleur. L'éducation devrait élever les âmes, pas les écraser. Puis, posant un regard fier sur sa fille. Et à ceux qui doutent encore, souvenez-vous, la vérité finit toujours par parler, même à travers les larmes d'une enfant. Ce soir-là, dans le silence de leur maison, Alicia posa sa tête sur l'épaule de son père. Papa, tu crois qu'un jour, elle comprendra ce qu'elle a fait? Marcus sourit tristement. Peut-être. Mais ce n'est plus ton fardeau, ma princesse. Toi, tu vas grandir libre. Quelques mois avaient passé depuis le verdict. L'Académie Saint-Richemont, autrefois symbole d'excellence, était désormais associée à un scandale national. Les pancartes « Égalité pour Alicia » flottaient encore parfois devant ces grilles, laissées par des parents et des associations venus manifester. Mais pour Alicia, la vie avait changé d'une autre manière. Depuis ce jour, elle ne marchait plus la tête baissée. Les moqueries avaient cessé, remplacées par des regards d'admiration. Certains camarades qui riaient autrefois de sa peau venaient maintenant s'excuser, maladroitement. Mais Alicia ne ressentait ni haine ni triomphe. Seulement un mélange de calme et de maturité précoce. Elle avait compris que parfois, la souffrance devient une force silencieuse. À la maison, la vie reprenait doucement. Marcus Johnson, malgré son rôle public, avait pris l'habitude de passer plus de temps avec sa fille. Le soir, il l'aidait à faire ses devoirs, ou lui racontait des histoires sur les grands hommes et femmes qui avaient changé le monde malgré la douleur. Tu vois, ma chérie, lui disait-il,
ce que tu as vécu ne doit pas te définir. Mais ce que tu feras de cette épreuve, oui. Alicia écoutait, fascinée. Et peu à peu, une idée naquit dans son cœur, aider d'autres enfants comme elle. Quelques semaines plus tard, un grand événement fut organisé dans la ville, une conférence nationale sur l'éducation égalitaire et le respect des enfants. Des journalistes, des enseignants, et même des responsables politiques étaient présents. Sur scène, Marcus Johnson devait prononcer un discours d'ouverture. Mais à la surprise générale, il invita sa fille à parler à sa place. Alicia monta sur la scène, tremblante mais fière. Sa voix, d'abord timide, prit peu à peu de la force. Je m'appelle Alicia Johnson. J'ai 12 ans. Et je crois qu'aucun enfant ne devrait avoir peur d'aller à l'école. L'école, c'est là où on apprend à rêver, pas à avoir honte de qui on est. Un murmure parcourut la salle. Ces mots simples touchaient plus profondément que n'importe quel discours politique. Ce jour-là, j'ai pleuré. Pas parce qu'on m'a giflé, mais parce que je me suis sentie invisible. Et je veux que plus jamais un enfant ne se sente comme ça. Jamais. Le public se leva pour applaudir. Marcus, les yeux brillants, regardait sa fille avec une fierté qu'aucun titre, aucune fonction n'aurait pu égaler. De cet instant naquit la fondation Alicia Hope, créée par Marcus en l'honneur de sa fille. Son objectif, défendre les enfants victimes d'humiliation, de racisme ou d'injustice à l'école. Des dizaines d'enseignants y participèrent, et plusieurs écoles du pays adoptèrent le programme. Les journaux en firent un symbole de changement, l'histoire d'une fillette qui avait transformé la douleur en espoir. Pendant ce temps, Madame Thompson, l'ancienne professeure, vivait recluse. Privée d'enseignement, elle passait ses journées à réfléchir à ce qu'elle avait fait. Un jour, elle écrivit une lettre à Marcus et à Alicia. Je ne cherche pas le pardon, car je ne le mérite pas. Mais je veux dire que votre force m'a ouvert les yeux. Vous m'avez fait comprendre ce que j'ai refusé de voir toute ma vie. Marcus lut la lettre, puis la donna à Alicia. La fillette resta silencieuse un moment, puis dit simplement. Je lui pardonne, papa. Pas pour elle. Pour moi. Marcus la serra contre lui. Ce jour-là, il sut que sa fille n'était plus seulement une victime, mais une lumière. Des années plus tard, une jeune femme monta sur la même scène, vêtue d'une robe noire élégante, ses tresses désormais relevées avec grâce. C'était Alicia, diplômée en droit, devenue avocate des droits civiques. Quand j'avais 12 ans, une professeure m'a giflé parce qu'elle voyait en moi une différence. Aujourd'hui, cette différence est ma plus grande force. Les applaudissements éclatèrent. Dans la foule, un homme aux cheveux grisonnants l'observait avec un sourire ému, Marcus Johnson, son père, celui qui avait choisi de transformer une blessure en combat. Et pendant un instant, leurs regards se croisèrent, emplis de fierté, d'amour et de paix. Car à travers la douleur d'une gifle injuste, ils avaient écrit ensemble une leçon d'humanité que le monde n'oublierait jamais. 20 ans s'étaient écoulés depuis le jour où une professeure avait levé la main sur une fillette de 12 ans. La ville avait changé, le pays aussi. Mais quelque chose, dans le cœur d'Alicia Johnson, n'avait jamais disparu, ce souvenir, cette douleur transformée en flamme, l'avait guidée toute sa vie. À présent, elle était Dr Alicia Johnson, avocate, conférencière et défenseur des droits civiques des enfants. Son nom résonnait dans les universités, dans les écoles, et jusque dans les couloirs du gouvernement. Mais ce matin-là, ce n'était pas dans un tribunal qu'elle se rendait. C'était à l'Académie Saint-Richemont, l'école où tout avait commencé. En descendant de sa voiture, elle resta immobile un instant devant les grilles. Le bâtiment était le même, mais l'atmosphère différente. Les rires d'enfants s'élevaient, joyeux, libres. Un grand panneau affichait désormais. Académie Saint-Richemont, une école pour tous, sans distinction. Alicia esquissa un sourire. Le symbole était fort, presque irréel. Un jeune professeur vint à sa rencontre. Dr Johnson. Quelle émotion de vous recevoir ici. Votre histoire est enseignée à nos élèves depuis des années. Alicia hocha la tête, émue. Elle entra dans la salle de classe. Celle-là même où, autrefois, elle avait été humiliée. Le parquet avait été changé, les murs repeints, mais elle reconnaissait encore l'emplacement exact de sa table,
près de la fenêtre. Un instant, le passé la traversa comme une vague. Puis elle respira profondément, et s'avança vers les élèves qui l'attendaient. Devant elle, une trentaine d'enfants, d'origines diverses, la regardaient avec admiration. Elle posa ses mains sur le bureau et dit calmement. Il y a longtemps, dans cette même classe, j'ai appris une leçon. Pas celle qu'on trouve dans les livres, mais celle que donne la vie. J'ai appris qu'on peut te rabaisser, te blesser, te faire douter de toi, mais personne ne peut enlever ta dignité. Un silence respectueux régnait dans la salle. Alicia regarda une petite fille au fond, la peau sombre, les yeux brillants. Elle lui sourit tendrement. Toi, ma petite, n'oublie jamais, tu as le droit d'exister, d'apprendre, de rêver. Peu importe ce que le monde dit, tu es assez. Tu l'as toujours été. Un murmure d'émotion parcourut la classe. Alicia reprit. J'étais assise ici, à votre place. J'avais peur. Aujourd'hui, je me tiens ici pour que vous n'ayez plus jamais à en avoir. Les élèves applaudirent timidement d'abord, puis avec enthousiasme. Le professeur, ému, essuya discrètement une larme. À la sortie, Alicia s'arrêta un instant dans le couloir. Sur un mur, un tableau d'honneur affichait les noms des anciens élèves célèbres. Son propre nom y figurait désormais, accompagné d'une phrase. Alicia Johnson pour avoir transformé la douleur en espoir. Elle resta un moment à contempler ces mots. Puis, levant les yeux vers la lumière du couloir, elle murmura pour elle-même. Tu vois, papa, on a tenu notre promesse. Un doux vent d'automne entra par la fenêtre ouverte, faisant frémir les rideaux. Alicia sortit de l'école, le visage apaisé. Devant les grilles, des enfants jouaient, riant sans peur, sans haine. Et dans leur rire, elle entendit l'écho d'un futur meilleur, celui qu'elle avait contribué à bâtir. Des années plus tard, dans un documentaire consacré à son parcours, on lui demanda. Dr Johnson, que voudriez-vous dire à la petite fille que vous étiez autrefois? Alicia sourit doucement, les yeux légèrement humides. Je lui dirais, tiens bon. Parce que même une gifle peut devenir une graine. Et cette graine, si tu la nourris de courage et de foi, elle fera pousser un arbre qui abritera les rêves de milliers d'autres enfants. La caméra resta sur son visage. Un visage serein, fort, et lumineux. Celui d'une femme qui avait compris qu'on ne se reconstruit pas en oubliant la douleur, mais en lui donnant un sens. Et ainsi, la petite fille humiliée de Saint-Richemont était devenue la femme qui enseignait au monde la dignité, le pardon et la justice.